Bonjour à tous, je suis Pauline Blanchard, Gwenola est avec moi. Nous travaillons toutes les deux à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et on est toutes les deux des chargées de mission dans les délégations de façade maritime, Manche-Mer du Nord pour Gwenola et Atlantique pour moi. Le sujet sur lequel on travaille, c'est donc les aires marines protégées, c'est pour ça qu'on est là pour en parler avec vous, et notamment un aspect qui concerne les poissons amphihalins et leur prise en compte au sein des aires marines protégées. Donc le sujet qu'on va traiter, c'est quelle est donc la plus-value des aires marines protégées pour la gestion des salmonidés migrateurs. Dans notre cas, ça va concerner surtout le saumon atlantique, donc on va plutôt s'orienter là-dessus dans notre discussion, sachant que quelques aires marines protégées peuvent prendre en compte aussi la truite de mer. Alors, première question, qu'est-ce qu'une aire marine protégée ? Il existe toute une multitude de statuts différents pour une seule et même appellation, aire marine protégée. Donc, il peut y avoir des sites qui sont propriétés du Conservatoire du littoral, souvent mis en gestion par des collectivités ou autres, des sites qui font l'objet d'un arrêté de protection de biotope, qui va protéger une espèce ou un habitat en particulier, des réserves naturelles, qu'elles soient à l'échelle nationale, régionale ou des réserves de chasse, les sites Natura 2000, sur lesquels on travaille plus précisément avec Gwenola, donc pour lesquels on va faire un petit focus par la suite. Les sites OSPAR, qui sont des sites de la Convention pour la protection du milieu marin d'Atlantique Nord-Est. Et les sites Ramsar, qui sont des zones humides d'importance internationale, qui abritent un cortège d'espèces dédiés. Et enfin, on a les parcs naturels marins, qui sont des périmètres assez élargis et qui englobent les activités socio-économiques et la protection des espèces et des habitats. Pauline, vous avez le droit de respirer. Vous pouvez parler plus doucement, vous allez super vite en fait. D'accord, je vais parler moins vite. On a mis 3 petits points parce qu'il existe encore d'autres statuts de protection qui peuvent désigner une aire marine protégée. La liste ici n'est pas exhaustive. On a indiqué sur la carte l'ensemble de ces périmètres, donc les couleurs sont les différents statuts. Vous pouvez voir en vert les sites qui sont des zones de protection spéciale. Donc là, ce sont les sites Natura 2000 sur lesquels on va protéger les espèces de la directive Habitat Faune Flore. C'est une directive européenne qui cible notamment, parce qu'il y a tout un cortège d'espèces et d'habitats, mais notamment les poissons amphihalins. Alors on retrouve dans la liste des espèces d'amphihalins protégés le saumon atlantique, les aloses et les lamproies, et les sturgeons. Par contre, d'autres espèces n'y figurent pas, et ce n'est pas de notre ressort. Donc la truite de mer et l'anguille, par exemple, ne figurent pas. Une aire marine protégée, quel est son moyen d'action pour préserver les habitats et les espèces ? Ça passe très souvent par un plan de gestion. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'appellations différentes. Il y a les parcs naturels marins et les réserves naturelles qui, elles, se dotent de ce qu'on appelle un plan de gestion. Les sites Natura 2000, eux, se dotent d'un document d'objectifs, qu'on appelle DOCOB pour les intimes. Tous ces plans de gestion vont avoir un fonctionnement similaire puisqu'ils se basent sur une méthode générale qu'on retrouve un peu partout en France. Cette méthode, elle va consister à d'abord acquérir tout un ensemble de connaissances sur l'état initial du site, quel est le patrimoine naturel qu'il abrite, pourquoi est-ce qu'il a été désigné aire marine protégée, et quelles sont les espèces et les habitats qui le fréquentent ou alors qui l'abritent. On identifie ensuite les pressions qui peuvent peser sur ces espèces et ces habitats, notamment au travers de l'identification des activités socio-économiques qui sont pratiquées sur le site. Et enfin, le plan de gestion fixe des objectifs qui sont des objectifs d'atteinte du bon état écologique des espèces et des habitats, et il va décliner ensuite tout un programme d'action pour parvenir à l'atteinte de cet objectif et donc améliorer l'état de conservation des espèces et des habitats. Tout ceci se fait dans une logique ensuite d'évaluation de l'efficacité des actions qui ont été menées, c'est-à-dire est-ce que l'action a permis et a contribué à l'amélioration de l'état de conservation, donc ici plus précisément de notre saumon atlantique. La démarche se fait en concertation, donc en fait les acteurs locaux ou à plus large échelle sont toujours associés aux discussions et donc à la prise de décision pour l'ensemble des actions qui sont menées ou des objectifs qui sont fixés. On a donc les acteurs locaux, les usagers, les associations, les experts, les scientifiques, services de l'État et les collectivités. Un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle permet déjà de donner une visibilité aux enjeux écologiques que sont donc les poissons migrateurs, et notamment le saumon atlantique, dans les sites où il est présent, pour faire connaître déjà la présence de ce poisson dans le site. Souvent, il est assez peu connu sur certains sites que le saumon atlantique fréquente ses cours d'eau et son milieu marin.
mais aussi permet de communiquer sur son écologie, sur les pressions qui pèsent sur lui, et inciter les populations déjà à s'emparer de ce sujet pour améliorer sa préservation. Ah, nous avons un petit souci d'affichage. Il existe donc une méthode qu'on met en place au moment de la rédaction du plan de gestion de notre aire marine protégée, c'est la hiérarchisation des enjeux écologiques. La hiérarchisation des enjeux, c'est une méthode qui est répliquée sur l'ensemble des sites à l'échelle de la façade et qui permet de prendre les meilleures décisions possibles en termes de gestion pour les espèces qui sont présentes sur le site. On évalue notre enjeu et son importance locale selon 2 critères. Le premier, c'est celui de la vulnérabilité, c'est-à-dire est-ce que l'enjeu écologique, c'est-à-dire est-ce que mon espèce risque à plus ou moins court terme de disparaître. Donc on se base beaucoup sur les listes rouges à différentes échelles de l'UICN et également aux tendances à l'échelle européenne des populations. Donc si la population est en déclin et que la liste rouge indique un état de conservation qui est en mauvais état, le niveau de vulnérabilité sera élevé. Le deuxième critère, c'est la représentativité, c'est-à-dire quelle est la part de la population qui fréquente le site localement par rapport à la part de la population globale. Et plus ce chiffre sera élevé, plus le pourcentage de représentativité va être important. C'est-à-dire que si on a 50% de la population qui va fréquenter à un moment donné notre aire marine protégée, le niveau de responsabilité de l'aire marine protégée va être très important. Cette priorisation, elle nous sert à 2 choses, d'ailleurs plus que 2 choses. Elle nous sert comme outil d'aide à la décision, pour prendre les décisions concernant les mesures de gestion, les actions qu'on va mener sur le site, et ensuite pour répartir les moyens, qu'ils soient humains ou financiers, à l'échelle d'une façade, donc à une échelle géographique assez large, et savoir sur quelle espèce et sur quelle action on va agir en priorité pour la protéger au mieux. Je passe la parole à Gwenola. Gwenola. Oui, bonjour à tous. Donc je prends la suite. Vous pouvez rester plus près, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller vous cacher dans les coulisses. Donc voilà, on vous a mis en carte quelques résultats d'évaluation de niveau d'enjeu sur des sites Natura 2000, directive Habitat Faune Flore. Voilà, vous avez un panel là sur la façade Manche-Mer du Nord, avec des enjeux qui vont de faible à fort selon les sites, des enjeux qui n'ont pas encore été évalués parce que c'est une procédure qui est assez récente, une méthode assez récente qu'on met en œuvre au fur et à mesure de la révision des documents de gestion, et certains sites sur lesquels l'enjeu poisson amphihalin, ici saumon, n'a pas été identifié. Nous avons également superposé les niveaux d'enjeux qui ressortent du document stratégique de façade dont on vous a parlé ce matin. Ce document-là est évalué par grands secteurs, ce sont les grands polygones que vous voyez, et les rectangles donc, vous donnent les niveaux d'enjeux, et ça nous permet aussi de voir les choses à différentes échelles. Donc voilà les résultats de la même évaluation qui est menée sur la Bretagne Nord. Différentes pressions ont été balayées depuis hier qui affectent les poissons amphihalins. Donc on doit les considérer aussi au niveau des aires marines protégées, même si on n'a pas toujours les moyens d'action directement sur ces pressions. On peut citer les mortalités par prise accessoire, que ce soit par pêche ou par dragage, la pêche ciblée, les obstacles à la circulation, la perte ou la perturbation d'habitats fonctionnels, les effets du changement climatique, la pollution, etc. Donc, le problème qui va se poser sur les aires marines protégées, c'est qu'on a un manque de connaissances sur la distribution des espèces et des zones fonctionnelles en mer, dont on a beaucoup parlé aussi ce matin, parfois sur l'impact de certaines pressions et du niveau d'impact, en fait, qui vont un peu limiter le diagnostic qu'on va faire sur les aires marines protégées et la proposition de mesures de gestion adaptées par rapport à ces problématiques. Néanmoins, nous avons quand même des moyens d'action en aire marine protégée, alors avec des outils assez généraux de type étude d'impact pour les projets qui y sont soumis, ou une procédure qui est spécifique au site Natura 2000, qui est l'évaluation d'incidence Natura 2000. Donc à ce moment-là, le plan de gestion de l'aire marine protégée va permettre de mettre en lumière les enjeux concernant les poissons amphihalins, la distribution, la saisonnalité de ces espèces, également les pressions qui peuvent les impacter, et ça va permettre de mieux les prendre en compte au niveau des dossiers d'autorisation, par exemple, pour proposer des mesures d'évitement, des mesures de réduction spatiale ou temporelle, voire de la compensation qui seront plus adaptées.
Une procédure également spécifique à la pêche professionnelle a été développée, donc qui exonère d'évaluation d'incidence cette activité. C'est l'analyse de risque sur la pêche, qui est en fait une procédure basée sur le risque, une approche de risque dont Vincent Antoison va vous faire une présentation tout à l'heure. Et sur certains sites Natura 2000, en fait, nous avons déjà procédé à cette analyse de risque sans la méthode, notamment ici un exemple sur la baie de Seine occidentale que vous pouvez situer sur la vignette en haut à gauche. En fait, nous avons proposé des mesures d'interdiction de filet et de la pêche des poissons amphihalins sur les 2 couloirs de migration qui bordaient le site Natura 2000, donc la baie d'Évé et la baie de Serres, et ce qui permet de limiter les interactions et les captures accidentelles de poissons amphihalins sur ces secteurs-là. Ces mesures ont été validées il y a pas mal de temps, puisque le document d'objectif a été approuvé en 2017. Pour autant, les arrêtés qui interdisent la pêche ne sont toujours pas pris. Oui, on ne travaille pas toujours à la même vitesse tous. Le rétablissement de la continuité écologique est une problématique qui n'est pas portée directement par les aires marines protégées. Donc là encore, vous allez avoir une présentation tout à l'heure sur ce moyen d'action-là. Mais en fait, le plan de gestion va pouvoir appuyer aussi sur la nécessité de rétablir la continuité écologique, de proposer des classements, des mises en réserve maritime ou des classements pour la libre circulation des poissons migrateurs. Donc ça peut être aussi un levier politique pour appuyer sur la nécessité d'aller vers ce type d'action. L'aire marine protégée, par contre, va pouvoir proposer de la protection de zones fonctionnelles, puisque nous avons 2 outils à notre disposition. Un outil qui est de l'ordre du label, ce sont les zones de protection forte, dont le décret vient de paraître il y a très peu de temps. Donc ça va nous permettre de réduire, voire supprimer les pressions significatives sur les enjeux qui ont servi à la désignation de ces zones de protection forte. Et donc c'est une action qui n'est pas encore mise en œuvre dans les aires marines protégées, mais sur laquelle nous allons travailler dans les années à venir. Également un outil plutôt d'ordre réglementaire qui est la zone de conservation halieutique qui va viser les zones fonctionnelles halieutiques d'importance, dont les couloirs de migration et les zones fonctionnelles de type zone de croissance pour les poissons amphihalins. Et là, c'est un outil qui a été mis en œuvre au travers de la loi biodiversité, mais qui n'est pas encore vraiment mobilisé pour l'instant sur les aires marines protégées. Mais on peut travailler dessus aussi dans les années à venir. Il existe d'autres actions qui sont déjà menées ou qu'on projette de mener sur les aires marines protégées. C'est celles qui concernent d'une part les suivis pour acquérir de la connaissance sur les poissons amphihalins et leur fréquentation en mer, ce qui est souvent très peu ou mal connu, et des actions de sensibilisation, c'est-à-dire de faire connaître au grand public les poissons amphihalins, les pressions qui peuvent les menacer, mais aussi les bonnes pratiques à adopter dans leurs activités pour les préserver au mieux. Il y a aussi une piste d'action qui est envisagée à l'échelle de plusieurs sites Natura 2000, c'est celle de mener en fait ces 2 éléments en commun, c'est-à-dire de mettre en place un suivi participatif qui permet d'une part d'acquérir de la connaissance via l'implication du plus grand nombre et d'autre part de faire passer des messages sur les poissons amphihalins et leur préservation à l'échelle locale. Une autre idée d'action, c'est celle du contrôle et de la surveillance de l'environnement marin. On peut travailler en partenariat avec des services de police de l'environnement et leur transmettre en tant que gestionnaire d'aires marines protégées les éléments qui leur permettent d'adapter au mieux leur stratégie de contrôle, c'est-à-dire de cibler les espèces, les périodes et les sites qui peuvent être les plus sensibles pour la migration des poissons amphihalins. Donc, je pense notamment au braconnage quand elle est faite dans les milieux estuariens, ce qui concerne principalement le saumon, mais aussi d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux poissons amphihalins, donc ici au saumon atlantique. Et donc, transmettre ces informations en partenariat aux services de police permettrait d'agir et d'orienter les actions de contrôle pour limiter l'augmentation de ces pressions. Et enfin, il existe tout un cortège d'actions qu'on n'a pas précisé ici, mais qui auront un effet indirect sur la préservation des populations amphihalines. C'est celles qui vont concerner la protection de leurs habitats, la protection ou l'amélioration de la qualité de l'eau en mer, la gestion des déchets, par exemple, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, j'en ai une tout de suite.
Il y a quelque chose qui m'a frappé sur vos diapositives, c'est que plusieurs fois vous pointez le manque de connaissances. Et donc, comment est-ce que les travaux de Samarche, je pense par exemple au petit tag que plaçait Céline sur Pimprenel, je crois, pour suivre les poissons en mer, comment ce type d'information peut vous être utile? Est-ce que vous y avez accès? Comment on peut faire pour vous apporter la connaissance qui vous est utile? Clairement, hein, ça fait partie des leviers qui vont nous permettre de mieux agir sur les aires marines protégées, puisque ce manque de connaissances sur la distribution en mer, il va nous freiner considérablement, hein, que ce soit, vous l'avez vu, par rapport à l'identification de ces zones fonctionnelles ou à leur protection via soit des outils de protection, soit pour éviter que des projets impactent ces zones-là qui peuvent être importantes. Donc, effectivement, il va falloir qu'on puisse s'emparer de ces cartes de distribution, de ces modèles, et qu'on puisse les utiliser et globalement de créer des outils et des indicateurs qui se basent également sur ces données-là. Actuellement, c'est vrai que pour calculer les niveaux d'enjeu, on est un peu contraint du fait du manque de connaissances sur la distribution en mer, et du coup, on se base sur les données des stations de contrôle. En fait, on utilise ces chiffres-là sur le principe que forcément les poissons, pour les fleuves en fait, qui bordent l'aire marine protégée, vont devoir traverser l'aire marine protégée pour faire la montaison, ou quand ils sont en dévalaison, ils vont passer par l'aire marine protégée. Donc pour nous, ça nous permet de calculer un indice de représentativité du site par rapport à l'échelle de la France, par exemple, et de pouvoir un peu calculer l'indice de responsabilité du site en termes de gestion. Très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non? Vous regrettez de ne pas avoir eu plus de... Ah, si, il y a une question. Formidable. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Dylan Roberts, responsable de chef de projet Samarche en Angleterre. Vous avez parlé des truites, que les truites de mer ne sont pas... Les truites de mer ne sont pas prises en compte dans les zones marines de protection. Les truites de mer ne sont pas considérées dans les programmes de conservation. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut... Oui, voilà, il est en train de le dire en français. Pour intégrer la truite de mer dans les programmes de conservation. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Elles ne sont pas considérées au travers de la directive Habitat Faune Flore, puisqu'elles ne sont pas listées en annexe de cette directive. En revanche, sur d'autres statuts d'aires marines protégées, dans des parcs marins par exemple, on peut très bien les prendre en considération. Et quand on utilise un outil avec une portée plus générale qui intègre aussi des aires marines protégées, que je pense au grand secteur du stratégique de façade, la truite de mer est également considérée et on a des niveaux d'enjeu qui sont hiérarchisés à cette échelle-là. Donc on ne l'oublie pas, mais au travers de Natura 2000, on ne peut pas agir dessus. Est-ce que ça a répondu à votre question, Dylan? Oui, je pense. Une autre question? Oui, tout au fond. Oui, bonjour, Alain Dumont, Fédération de Plage des Côtes-d'Armor. J'aurais une question. Les AMP, c'est un peu nouveau. Les plagiés pommiers, on connaît bien. Quelle est la complémentarité entre ces deux plans de gestion? Quels sont les liens? Comment les AMP vont compléter ce qui se fait déjà au niveau des plagiés pommiers en faveur des poissons migrateurs amphihalins? Alors, on essaye de plus en plus de travailler en cohérence au travers des différents plans, que ce soit le document stratégique de façade, les SDAG, le plagié pommier, et y compris au niveau des plans de gestion. En fait, on essaye vraiment de créer des passerelles entre tous ces documents-là, déjà d'avoir une évaluation qui reste cohérente et aussi d'agir de manière cohérente. Et c'est pour ça que dans pas mal de documents de gestion, en fait, ou de plans de gestion, on a des actions qui citent la nécessité de rétablir la continuité, qui prennent le relais du plagié pommier pour porter un peu ces besoins-là qui iront ensuite en faveur des poissons amphihalins. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait le lien. Et après, au niveau de l'évaluation des captures aussi, on essaye de travailler ensemble. Voilà. Personnellement, moi, ça m'est arrivé de participer à certains COGEPOMI et on est en discussion avec des collègues qui participent au COGEPOMI pour faire ces liens-là.
Une autre question? Juste un petit élément de réponse sur la complémentarité AMP et PLOG-POMI. Le point important, et ça relève pas mal de questions qui ont été posées ces derniers jours, c'est que les AMP vont avoir un complément territorial, puisque ça s'applique sur la mer, alors que le PLOG-POMI va s'arrêter à la limite transversale de la mer. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément, c'est que dans le cadre de Natura 2000 en mer, jusqu'à la limite de salure des eaux, l'ensemble des activités de pêche maritime sont soumises à une évaluation d'incidence qui va être conduite, on va en parler là, tout de suite. Et ça, je pense, c'est un vrai complément en termes de gestion des captures accidentelles de ces espèces. C'était une réponse apportée par Vincent Toison, je crois. C'est ça? Michel Ledard, Bretagne, je vais compléter les infos apportées par l'OFB. En fait, des sites Natura 2000, il en existe aussi sur les rivières bretonnes notamment. Je vais parler surtout de la Bretagne que je connais mieux, mais le Scorff, les Lornes, les Lay, le Léguerre, toutes ces rivières sont des sites Natura 2000, donc ils bénéficient des mêmes outils liés à Natura 2000, donc notamment le régime d'évaluation des incidences. Tout projet qui peut avoir une incidence sur les poissons migrateurs doit être compatible avec ces enjeux-là. Donc là, on parle d'AMP, mais en fait, les sites Natura 2000 qui sont considérés comme des AMP, elles relèvent de la même directive que les sites Natura 2000 à terre. Donc on y retrouve le même principe général. Après, comme l'a dit Vincent, l'intérêt, c'est que des AMP, c'est qu'on a des sites Natura 2000 en mer qui permettent de faire le lien avec la terre. Et souvent, en Bretagne, nos sites, on a l'interface terre-mer qui est compris aussi. Par exemple, le site Côte de Granit Rose, il prend l'ensemble de l'estuaire du Léguerre, ce qui permet de faire un lien avec le site Natura 2000 Léguerre. Donc, tout l'intérêt, c'est via les AMP, c'est d'apporter ce côté maritime à l'approche poisson migrateur et qu'il va falloir... Donc c'est vrai que dans les docopes terrestres, des sites Natura 2000 terrestres, on fait souvent référence au PLOG-POMI qui gère la problématique poisson migrateur, donc c'est souvent un renvoi vers le PLOG-POMI. Pour le maritime, c'est moins évident et on a peut-être un travail à faire d'une meilleure cohérence entre les actions portées sur les poissons migrateurs en mer pour essayer d'avoir ce lien terre-mer qui est pour moi un peu l'avenir. On a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais remercier Gwenola Dorothon et Pauline Blanchard. Merci beaucoup.